Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cet épisode numéro 219 du podcast Dunk Hebdo, un épisode 219 à rallonge puisque nous allons faire la preview des séries de ce premier tour des playoffs, une preview des previews même un peu particulière parce qu'elles vont s'étendre sur 8 mini-épisodes et vous écoutez le premier. Et dans ce premier épisode, cette première preview, on n'est que deux un peu comme à l'ancienne et avec moi pour m'accompagner il y a Tom. Comment ça va Tom ? Ça va et toi Ben ? Très bien. Est-ce que au niveau sommeil, ça va ? Je pense que c'est la question que tout le monde se pose actuellement. Oui, ça va, écoute, ça va. Le sommeil est un petit peu compliqué ces derniers temps, mais bon, là, ça va. Très bien. Et il va être d'autant plus compliqué que les playoffs commencent, comme je te l'ai dit. Alors, on débute. Honneur au meilleur bilan de la saison régulière par les Bucks face au Magic d'Orlando. Mais avant ça, avant de commencer ce podcast, on vous explique un petit peu le dispositif. Vous allez donc retrouver de samedi jusqu'à mardi prochain 2 preview, 2 séries de playoffs par jour. Une sera publiée en début de journée, une autre en fin de journée. Voilà, vous retrouvez ça sur toutes les plateformes de podcast où vous écoutez notre émission. Je pense que c'est plutôt clair. On va essayer de faire des épisodes un peu plus ramassés, 20-25 minutes par série. Sur certaines, ça va être un peu difficile. On va peut-être le voir aujourd'hui, de tenir 20-25 minutes. Et puis voilà, ça ressemble un peu au marathon de ce qu'on avait fait il y a 3 ans. Qui avait amené des grands moments de fou rire. Donc on va voir si cette année ça va être également le cas. Comme d'habitude, on vous invite donc à nous suivre sur ces plateformes de podcast, sur les réseaux sociaux principalement, Twitter, n'hésitez pas non plus à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Et puis nous, on se retrouve dans quelques secondes pour cette preview des Milwaukee Bucks face au tête de série numéro 1 affronte le Orlando Magic, tête de série numéro 8. Les Bucks cette saison affichent un bilan de 56 victoires pour 17 défaites du côté du Magic. Le bilan est de 33 victoires pour 40 défaites. Les Bucks cette saison, c'est la meilleure défense NBA et la 8e attaque. Côté Magic, 23e attaque, 11e défense à noter, comme tout au long des previews. On parle en rating, en efficacité. Les deux équipes se sont affrontées à 4 reprises cette saison. 4 victoires pour les Bucks. À noter d'ailleurs que sur les 4 dernières saisons, les Bucks ont remporté 11 des 14 confrontations contre la Magic. Comme ça sera le cas, Tom, durant ces previews, on va débuter par un petit retour sur la saison, mais surtout sur la bulle, parce qu'on sait bien que le contexte bulle est un peu particulier. Allez, honneur à la tête de série haute, aux Bucks. Alors, il y a un sentiment un peu étrange qui ressort des Bucks, Tom, je sais pas si t'es d'accord avec moi. Giannis paraît frustré, il a quand même été suspendu pour un match, l'équipe est pas en réussite. Bref, on n'a pas vu la meilleure version des Bucks à Orlando pour l'instant. Bah après, je pense que c'est, tu vois, c'était le fait qu'on n'ait pas vu les meilleurs Bucks ou qu'on n'ait pas vu les Bucks les plus rassurants qui soient sur cette courte période à Orlando. En fait, moi je me dis que c'est vraiment parce qu'en fait c'est l'une des rares équipes qui n'avait rien à prouver du coup à l'intérieur de la bulle, puisque on savait que voilà, eux, l'avantage du terrain à l'est il est acquis. Et enfin le meilleur bilan est acquis, et en fait la question qui aurait pu se poser, c'est est-ce qu'ils auront l'avantage du terrain en cas de par exemple de play-off complet même sur l'ouest. Mais en fait ça c'est quelque chose qui est avec la bulle d'Orlando du coup qui enfin ça n'a plus de sens en fait, ça n'a plus vraiment la même valeur. Donc je pense que c'est une équipe qui est juste arrivée dans la bulle pour se mettre en jambes. Donc on les a vus un peu essayer de se mettre en danger, de jouer sérieusement face aux Mavs et aussi face à Miami. Donc ils ont gagné face à Miami, ils ont perdu face aux Mavs dans un match où on était ensemble d'ailleurs. Et bah du coup moi je suis pas vraiment inquiet pour cette équipe là, sachant que en rentrant dans la bulle, la seule chose qui les préoccupait vraiment, c'était de ne pas se blesser, de voir si Chris Middleton allait pouvoir finir sa saison en 50-40-90. Ce qu'il n'a pas fait. Parce qu'il a fini à 49.9 de ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. Ah oui, petite parenthèse, on précise, forcément d'un point de vue logistique, ces previews sont enregistrées. Celle-ci, en l'occurrence, on va être complètement transparent le vendredi. Donc s'il se passe quelque chose qui change complètement le destin de cette série, malheureusement, on ne sera pas au courant. Alors oui, je suis plus ou moins d'accord avec toi, Tom. Ouais. Je suis totalement d'accord. Enfin, c'est un fait. Le Magic, justement, les Bucks n'avaient rien à jouer. C'était déjà le plus ou moins acquis qu'ils avaient le meilleur bilan et le semblant d'avantage du terrain qui va se construire du côté de Disney. On sait pas trop à quoi ça va ressembler encore. Mais je trouve qu'il y a quand même des signes assez inquiétants défensivement.
je l'ai dit, c'est la meilleure défense NBA sur l'intégralité sur l'intégralité de la saison régulière. Ah oui, de très loin, mais dans la bulle, on a quand même vu une défense aux abonnés absents parfois. Puis alors offensivement, c'est très compliqué. C'est-à-dire que j'ai pu dire que c'était la 8e attaque NBA sur l'intégralité de cette saison. C'est la 14e attaque de la bulle, donc 14 sur 22. On a vu des joueurs pas en réussite. Enfin, moi, je comprends l'aspect mise en marche. Le flip the switch, excuse-nous Montaigne, le fameux flip the switch. Enfin, vraiment, c'est Kyle Korver qui disait ça dans une interview. Il a dit, j'ai déjà été dans ces équipes-là, pas loin du titre, et il a dit, il y a un moment où oui, il y a quelque chose qui s'active, et alors il voulait pas, je pense, faire une déclaration bombe, mais il sous-entendait quand même qu'il a pas l'impression que c'est en train de s'activer côté Bucks. Donc c'est des petits éléments qui posent question quand même. Oui, assez d'accord avec ça. Mais tu vois, cette équipe-là, en fait, elle était tellement au-dessus pendant la saison régulière que, en fait, pour moi, on peut pas utiliser uniquement le contexte de la bulle, tu vois, les performances qui sont réalisées dans la bulle pour juger cette équipe-là. Sachant que, voilà, la motivation avec laquelle elle arrive est totalement différente. Donc, alors, quelque chose qui concerne un peu, c'est par exemple Giannis qui semble assez agité, pour quelqu'un qui est censé être aussi fort par rapport aux autres. Enfin, le voir aussi agité, le voir se faire exclure pour des petites choses comme ça, surtout à ce moment-là alors qu'il a rien à jouer. Alors, soit d'un côté, c'est c'est un joueur qui est hyper compétitif, donc du coup, il prend tous les matchs comme si c'était le dernier, tous les matchs ont la même importance, ou soit c'est simplement c'est peut-être le stress ou le contexte de la bulle qui fait que le contexte de la bulle fait que certaines habitudes, certaines routines ont dû être changées et peut-être que les joueurs ne sont plus forcément les mêmes. Mais franchement, pour revenir sur les Bucks et la bulle, moi je suis vraiment pas inquiet pour cette équipe-là. C'est une équipe qui va se mettre tranquillement en jambes, je pense, avec le premier tour, et qui va monter d'un cran à chaque fois. Après, ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent être rassurés, notamment sur le niveau de jeu de par exemple de Brook Lopez qui mettait pas de tir et qui là met ses tirs, et Bledsoe aussi qui semble avoir retrouvé un bon niveau de jeu, quoi. Donc en plus du banc et de Giannis et Middleton, à voir si ces signes positifs là vont pas surpasser tous les petits doutes qu'on peut avoir sur cette équipe. Et du coup, pour enchaîner côté Magic, alors là, on va pas se mentir, on est plutôt sur une équipe qui aussi n'avait pas grand-chose à jouer à Orlando. C'était en gros pour eux soit la 7e, soit la 8e place. Ils se retrouvent donc 8e. Et c'est un peu une équipe surtout qui a été minée par les blessures, qui a eu des problèmes, on va en parler. Jonathan Isaac n'est plus là. Aaron Gordon se bat avec les blessures. Enfin bref, ça a été un passage entre guillemets à domicile, ce qui a aucun avantage du terrain pour eux à ce niveau-là, compliqué pour les hommes de Steve Clifford. Totalement, c'est une équipe qui, quand tu regardais l'effectif des Nets et quand tu regardais leur effectif au début et au retour de la bulle, du coup, tu te disais que cette équipe-là, elle serait 7e quoi qu'il arrive, et au final, ils échouent avec la 8e place, puisque les Nets ont été bien meilleurs que ce qu'on aurait pu penser, puisque les Nets finissent avec un bilan positif et le Magic finit avec un bilan négatif malgré un net rating positif. Donc c'est quand même quelque chose qui est encourageant de finir avec un net rating positif. Mais il y a des choses qui, comme tu dis, les blessures d'Isaac, Gordon, même Carter Williams qui faisait partie de la rotation, là, les petites sorties de bulles, là, du coup, de Terrence Ross qui va être un joueur très important pour eux, dans ces playoffs, et puis Evan Fournier aussi qui a manqué, du coup, le dernier match, parce qu'il était un peu malade. Bon, c'est pas relié au Covid, mais qu'il était un peu malade. Donc, c'est une équipe qui, tu vois, quand on te dit que, généralement, les équipes veulent arriver en playoff en santé, le Magic, c'est tout le contraire, quoi. Ils arrivent un peu boitillants. Ouais, avec certains bobos boitillants. Alors, on en a fini de ces présentations, Tom. On va pas se mentir. Ça fait combien ? Ça va faire 4 années qu'on fait des previews. C'est un peu la question classique quand il y a un affrontement 1-8. Est-ce que le Magic peut prendre un match ? Franchement, je ne pense pas. Je pense pas qu'ils peuvent prendre un match, tout simplement parce qu'en fait, là où, tu vois, quand tu es mené 2-0, au retour à la maison avec les fans, tout ça, t'as toute l'énergie, tout. Et je pense que là, ça va vraiment jouer sur ces playoffs-là. T'as pas de retour à la maison, en fait.
Donc du coup, je pense que t'auras pas la même galvanisation, et je pense que à 2-0, tu vas sombrer vite à 2-0, t'as plus de chances de voir un 4-0 que de voir un 2-1 quoi, ou un 4-1. Donc moi je pense pas qu'ils seront capables de prendre un match, surtout que les Bucks sont pas une équipe qui leur réussit en fait le Magic. Quand tu regardes bien, c'est une équipe qui est plutôt en difficulté contre les Bucks. Quand tu regardes la défense, l'attaque sur demi-terrain du Magic face aux Bucks, ils sont 26e des équipes que les Bucks ont rencontrées. Quand tu regardes l'offensive rating sur la transition qui peut peut-être les sauver, ils ont 94 d'offensive rating alors que la moyenne est à 103 face aux Bucks. Donc c'est une équipe qui a énormément de difficultés face aux Bucks, et on connaît le système agressif des Bucks qui te force du coup à prendre énormément de 3 points et qui te plombe ton accès au cercle. Et le Magic, c'est typiquement ce qu'ils font. Et enfin, quand tu regardes les statistiques avancées face aux Bucks, il y a 10% des shoots en moins pris au cercle qui partent à mi-distance ou à 3 points face aux Bucks. Donc c'est clair, comme tu l'as dit, les Bucks, c'est une des 3 équipes qui te force à plus shooter à 3 points. Et je pense que c'est clair pour toi comme moi, pour les auditeurs, c'est clairement pas un plan de jeu qui arrange le Magic. Moi, je notais aussi, c'est un peu l'ADN du Magic ces dernières années, hein, mais le Magic a énormément de mal à battre les grosses équipes. Ouais. On voit bien que c'est une équipe qui est ric-rac en play-off, mais qui, par exemple, à l'Ouest, pourrait pas espérer de se qualifier. Enfin, ils ont un bilan de 5 victoires pour 30 défaites contre les équipes à plus de 50%, contre les bonnes équipes. Enfin, 5-30, c'est assez terrifiant. Et comme tu l'as dit, en plus, peut-être le motif d'espoir côté Magic, c'est qu'on avait peut-être, ou entre guillemets, on avait des profils intéressants pour mettre contre Giannis, ce qui n'est pas le cas de toutes les équipes à l'Est. Le problème, c'est que Jonathan Isaac n'est pas là, c'est que Gordon se bat avec, c'est ça, Ange, je crois, ouais, de mémoire. Donc Giannis pourra avoir champ libre. D'ailleurs, Gordon, c'est ça qui est marrant, c'est le joueur qui a le plus défendu Giannis cette saison. C'est le joueur qui est le plus resté sur Giannis cette saison. Et globalement, il avait été solide. Il l'avait limité à 8 sur 21 au tir. Sauf que là, il n'y a pas de réponse contre Giannis. Alors, du coup, d'après ce que je dis là, et puis juste à noter aussi que les Bucks, eux, sont une machine contre les mauvaises équipes. Tu l'as dit, ça. Du fait de leur système. En fait, le système défensif des Bucks, je le prends un peu comme un filtre un peu à talent individuel et à création. C'est comme si désolé pour l'image, hein, mais c'est comme, tu vois, quand tu mets tes pattes dans Ouais, je vois. On démarre très fort cette feuille. C'est ça en fait, c'est-à-dire que tu vois, tout ce qui reste, c'est la crème de la crème quoi. C'est un peu comme quand tu filtres quelque chose et tous les grumeaux machin, ça reste dedans. En fait, c'est ça. Je pense que tout ce qui passe, c'est quand t'as pas assez de talent en fait, tu peux rien, t'as aucune chance en fait face aux Bucks. Surtout, la stat qui illustre ça, c'est que face aux équipes à moins de 50%, donc les moins bonnes de la ligue, les Bucks cette année sont à 39-3. 39-3, donc c'est très fort. Et puis même côté Magic, je pense qu'on n'a peut-être pas la possibilité d'inquiéter. Alors s'il faut sortir, je pense, 2 points faibles de cette équipe, entre guillemets points faibles de cette équipe des Bucks, c'est les 2 extrémités, entre guillemets, c'est le poste 5 parce que Brook Lopez est bon offensivement et dans le système des Bucks arrive à être bon offensivement et défensivement, mais je pense que c'est quand même un lien faible, comme a pu l'être Eric Bledsoe qui ressort de playoffs très difficiles. Le problème, c'est que sur le poste de meneur, le Magic ne peut pas faire des grosses différences. Ils sont pas armés de ce côté-là. Et Nikola Vucevic est certes un pivot solide, mais c'est pas le genre de joueur qui peut tuer un système défensif comme celui des Bucks. Moi je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Bon après on va voir déjà au niveau de Markelle Fultz, puisque visiblement là sur le dernier match il a repris la main. Donc à voir si c'est lui qui va débuter à la main ou si c'est DJ Augustin qui va reprendre cette tâche-là. Mais en fait, tu vois, si c'est Markelle Fultz qui est à la main, ça va être assez compliqué pour lui pour vu son style de jeu, d'aller pénétrer, de driver, puisque en fait c'est le type de shoot que t'enlèves Milwaukee, et surtout que le jeu offensif d'Orlando est beaucoup basé sur ça, avec beaucoup de jeux avec de Vucevic, du handoff, quelques possessions
notamment sur Fournier qui est un peu le détonateur. Fournier et Ross sont un peu les électrons libres offensifs de cette équipe là, et en fait il y a quelque chose qui m'embête un peu pour le Magic sur cet affrontement là. Le Magic, c'est une équipe qui est plutôt grande en fait globalement dans la ligue. C'est une équipe qui quand tu regardes position par position qui fait partie des plus grandes en fait de la ligue. Le problème, c'est qu'en fait, ils ont pas cet avantage-là face aux Bucks, et c'est quelque chose qui, pour moi, peut jouer notamment défensivement, puisque tu vas un peu moins gêner, et aussi offensivement, puisque tout ce qui est angle de passe, tout ça, c'est plus difficile en fait quand tu joues face à une équipe qui est plus grande que toi. Donc les passes que tu aurais pu faire globalement, ou qui arriveraient, tu vois, des passes tendues par exemple, tu aurais pu faire contre des équipes qui sont un petit peu plus petites, c'est pas ça, tu seras obligé de faire des passes en club, et ça peut laisser après place à des approximations en fait en termes de jeu, et en fait il y a vraiment pas de marge en fait pour le Magic. Donc c'est pour ça que c'est aussi un peu gênant en fait que ce soit les Bucks quoi au premier tour. Je pense que c'est vraiment le pire adversaire pour eux. C'est vrai, hein, combien de fois dans le Magic affronte un adversaire qui est un joueur plus long que les siens avec Giannis, tu vois, c'est des petits détails comme ça qui arrivent pas souvent pour le Magic. Alors après, avant de donner nos pronostics, Tom, je vais te griller sur cette rubrique-là. On avait une petite rubrique, le joueur à suivre. De mon côté, je vais mettre Evan Fournier. C'est pas le seul joueur à suivre. Pourquoi ? Alors, Evan Fournier, il a une option à 17 millions. Mais c'est surtout, on discutait de ça entre nous la semaine dernière. Je pense que le Magic est peut-être un tournant. Et que comme l'indiquait un article de Forbes que j'ai pu lire qui a interrogé un dirigeant d'une équipe de l'Est, le fait qu'on va avoir une intersaison courte va amener beaucoup de trades. Et je pense que c'est une équipe où il y a beaucoup de joueurs qui peuvent être tradés. Alors, pas forcément Evan Fournier, hein, mais Aaron Gordon, qui est souvent dans les rumeurs ces derniers temps. Mo Bamba, je pense qu'on a été patient du côté du Magic. On va peut-être commencer à se poser des questions. Bref, il y a un réservoir à trade dans une équipe qui est un peu dans le purgatoire de l'équipe moyenne NBA. Donc, je pense qu'il faut suivre surtout les joueurs du Magic pour leur valeur sur le marché, sur cette série. Ouais, c'est assez d'accord. Moi, j'aurais plutôt suivi les joueurs pour le Magic que j'ai entouré. Hein. Ce sera bien sûr Evan Fournier et Terence Ross, puisque je pense que ce sont les deux facteurs en fait qui amènent le plus de variance en fait dans cette équipe-là. C'est-à-dire que pour battre les Bucks, il te faut shooter très bien à 3 points, et les joueurs qui ont le plus de variance dans le nombre de shoots qu'ils peuvent prendre à 3 points et le nombre de shoots qu'ils peuvent rentrer, je pense que c'est plus Evan Fournier et Terence Ross. Donc je pense que ce seront les joueurs vraiment bascules en fait de cette série-là quoi. C'est vrai qu'on va pas se mentir, comme on l'a dit, il faut une grosse réussite au shoot, ce que n'a pas forcément le Magic. D'ailleurs, on revient un petit peu sur ce qui s'est passé pendant la bulle. C'est assez marrant de voir que le Magic a augmenté le Magic shoot plus à 3 points depuis qu'ils sont dans la bulle, et la réussite n'a pas forcément évolué. Donc est-ce que c'est une adaptation par rapport au contexte, à l'environnement? On sait pas trop, mais c'est sûr que je dirais pas que c'est une anticipation de l'équipe qui vont jouer, mais c'est peut-être bien qu'ils se soient habitués à shooter beaucoup de 3 points, parce que quand on joue les Bucks, c'est pratiquement la moitié de ces shoots qui vont être des 3 points. Donc c'est bien d'avoir augmenté ça, mais clairement c'est une équipe qui est en manque de shooters purs, hein, et Terence Ross et Evan Fournier sont les mieux placés pour partir sur des runs. Le problème, Tom, toi comme moi, je pense qu'on est d'accord, c'est deux solides shooters, mais dans l'ensemble de la NBA, ce sont pas des grands shooters ou des joueurs reconnus uniquement pour le shoot, donc c'est assez compliqué d'espérer qu'ils puissent faire basculer la série. Je pense Fournier plus que Ross quand même. Fournier quand même commence à avoir vraiment un CV. Il est pas, tu vois, il est estampillé, scoreur et shooter, tu vois, il a la petite étoile, si jamais on est à Touquet, tu vois, il a la petite étoile, lui, il shoot, il faut faire les close-out sur lui, tu vois. Là où Ross, c'est vraiment plus aléatoire, où les équipes préfèrent limite un peu à la J.R. Smith, quoi, le laisser prendre 50 000 tirs, en sachant que voilà, il y a des soirs, ils vont en mettre 10, tu vas perdre. Il y a des soirs où ils vont en mettre 2 ou 3, comme la plupart des soirs, et là tu sais que l'équipe va se faire blowout et il va sortir puisqu'il aura très peu d'utilité sur le terrain. Mais tu vois, par rapport à ça, en fait, moi je me dis vraiment que ces deux joueurs-là, ils ont vraiment une grosse carte à jouer vraiment pour le Magic, quoi. Après, quand tu regardes bien, le Magic a progressé un petit peu plus offensivement dans la bulle, et en allant dans le détail, tu te rends compte en fait, c'est que leur pourcentage, leur offensive rating a progressé, d'une part parce qu'ils ont très peu perdu la balle, enfin un petit peu moins perdu la balle, et globalement parce qu'en fait ils ont shooté à 50% dans la zone des flotteurs.
Donc ça, c'est quelque chose qui peuvent peut-être garder en fait face aux Bucks, quoi, sachant que les Bucks ils vont te laisser ils vont te laisser en fait toute la zone intermédiaire pour pouvoir shooter, où ils vont pas te défendre. Donc tu auras plus de tirs à mi-distance et de tirs à 3 points à prendre face à ces équipes-là. Donc faudrait être bon dans ces zones du terrain, et je pense que tu vois, un joueur comme Markel Fultz, c'est totalement son jeu. Donc si au niveau des flotteurs, lui il est bon, il peut contribuer un peu à maintenir. Je pense qu'ils vont en fait le Magic, leur gros problème, c'est qu'ils ont aucun moyen de faire les Bucks changer de système. Ils ont pas de. Bah, tu parlais de ce filtre à talent. Voilà, tu parlais du fait que le système des Bucks montre les équipes vraiment talentueuses, et on va pas se mentir, le Magic manque peut-être de ce talent-là pour faire tourner cette série. Tom, on a dépassé les 20 minutes. Allez, c'est le moment tant redouté, celui du pronostic. Alors, je vais commencer sur le pronostic pour voir comment tu vas réagir à mon pronostic. Je vais donner 4-1 en faveur des Bucks, bien évidemment. Pourquoi 4-1 ? Alors moi, j'annonce que sur le premier tour, je ne donnerai aucun sweep. Pourquoi ? Parce que c'est un truc dont on a beaucoup parlé. Les équipes ont quand même du mal à enchaîner dans cette bulle. Je tiens pour stat que c'est assez incroyable de se dire qu'il y a 22 équipes dans la bulle. Et alors, on a vu les Suns qui ont fait du coup un parfait, un 8-0. À l'exception des Suns, il n'y a que les Celtics qui ont réussi à enchaîner 4 matchs victorieux. Aucune équipe n'a réussi à enchaîner 4 matchs victorieux. Alors on précise, on a dit qu'on enregistrait ça vendredi, donc si les Raptors gagnent leur dernier match, ils auront aussi réussi. Donc on sait pas. Mais en fait, ce que je veux montrer par là, c'est qu'il y a très peu d'équipes en réalité qui ont réussi à enchaîner 4 matchs. Les Bucks sont pas forcément sur une grosse réussite d'un point de vue offensif. Donc je souscris un peu à la théorie comme quoi ils étaient peut-être en train de se chauffer, mais je vais en donner un au Magic, je pense. Ils vont en accrocher un, je pense. Mais du coup, s'ils en accrochent un, pour toi, c'est parce qu'ils mettent leurs 3 points, quoi. Ouais, ils vont avoir un match où ils mettent leurs 3 points. Ils vont avoir un match où les Bucks sont pas forcément en réussite, eux, sur leur tentative de tir. Peut-être Giannis est un peu chafouin en ce moment. On va voir comment il réagit, s'il est un petit peu bousculé. Donc oui, le Magic en arrache un. Parce qu'il faut noter que le Magic a perdu ses 4 matchs, et il les perd de beaucoup en plus, leurs 4 matchs cette saison. Donc ouais, je pense que le Magic en accroche un, mais honnêtement, dans un contexte normal, je donne 4-0. La bulle me fait dire que, voilà, je vais donner un 4-1. Moi, en fait, je vais donner 4-0, malheureusement. Bon, c'est quelque chose que je fais très rarement, Je vais donner 4-0, malheureusement, tout simplement parce que je pense que la défense des Bucks est trop forte, en fait. Le delta entre la défense des Bucks et l'attaque du Magic est trop fort, et je pense que du coup, quand tu attaques mal face à Milwaukee, tu t'exposes à de la transition, à des points sur des rebonds défensifs, relance, tu peux pas placer ta défense, et je pense que la défense va souffrir si l'attaque ne met pas de points, et je pense que la défense des Bucks est vraiment trop forte pour l'attaque d'Orlando, pour qu'il n'y ait pas de répercussions de l'autre côté du terrain. D'accord. Et petite dernière question avant qu'on plie cette série. T'as dit un truc auquel je voulais réagir juste sur la fin. T'as dit pas de retour à la maison, dynamique, etc. Donc, selon toi, les débuts de série vont être très importants, parce que si tu sous-entends qu'il n'y a pas de dynamique pour la tête de série numéro basse quand elle va au match 3, donc, on va dire que les 2 premiers matchs vont être totalement déterminants. Totalement. Puisque t'auras plus le côté énergie. Alors c'est aussi vrai que si par exemple tu perds aussi le premier match, disons que t'es censé avoir l'avantage du terrain et que tu perds le premier match, là aussi c'est moins dramatique, puisque c'est vraiment, en fait, il y a pas de, c'est pas genre tu devras aller gagner un match 7 à l'extérieur, ou tu devras aller gagner un match 6 à l'extérieur, quoi. Enfin. Je vois. Il y a pas d'un côté, après, qui peut marcher des deux côtés, Il y a aussi ce côté on joue à domicile, mais il y a aussi le côté de l'équipe à l'extérieur qui se dit allez, on leur en prend un chez eux. Enfin, à voir à quel point c'est quantifiable, mais c'est vrai que ça va jouer. À voir aussi, parce qu'on sait pas comment la NBA va matérialiser l'avantage du terrain. On sait que c'est un truc dont on s'était un peu moqué il y a quelques semaines. On sait pas trop comment ça va se faire. Donc, à voir du côté de cette série entre Bucks et Magic. Les Bucks vont donc passer un tour, à en croire nos pronostics. N'hésitez pas sur Twitter à aussi donner votre pronostic. Quelque chose à rajouter, Tom, un dernier élément sur cette série? J'espère que ton équipe de cœur prendra un match.
Alors Tom est sur cette théorie que le Magic est mon équipe de cœur, alors que c'est pas du tout vrai. J'enregistre déjà surtout pas. Je suis pas en train d'enregistrer ce podcast avec un t-shirt de Dwight Howard sur les épaules. C'est avec le Magic, c'est totalement faux. Du coup, nous, c'en est fini pour cette première partie, la première de ces 8 parties pour ce long épisode 219. N'hésitez pas à réagir. Est-ce que vous voyez vous aussi le Magic? Non, les Bucks largement s'imposer. À vous de nous le dire. Et nous, on se retrouve très vite pour la suite de ces previews. On vous souhaite donc une très bonne après-midi et à très vite. Salut. Salut.